Présidente, ministre, collègues, nous sommes donc, comme vous le savez, vous avez dû vous en rendre compte par la présentation d'une motion de rejet préalable, opposés à ce texte, parce que c'est un mauvais texte. La confiance dans la justice, rappelait récemment Adélaïde Jacquin et Emmanuel Daoud, ne peut relever simplement d'une loi ou se décréter, et elle implique une réflexion politique approfondie, des études d'impact complètes, outre une concertation avec l'ensemble de celles et ceux qui participent chaque jour à la construction de la justice, en se confrontant au quotidien à un manque cruel de moyens, sauf à risquer de proposer un texte qui n'a d'autre lien avec la confiance que son titre. Citant notamment l'avis du Conseil d'État qui relevait le caractère squelettique de l'exposé des motifs du projet de loi, les deux avocats et avocates concluaient « Ce projet de loi est un inventaire à la Prévert, la poésie en moins, dont on peine à voir la cohérence et parfois même l'utilité, au regard de l'objectif annoncé de restaurer la confiance en l'institution judiciaire. » De son côté, le syndicat des avocats de France résumait ainsi son point de vue : « Restaurer la confiance dans la justice ne peut se contenter d'une réforme fourre-tout, sans réflexion sur le fonctionnement actuel des juridictions, le sens de la procédure pénale, les droits de la défense ou le contrôle indépendant des enquêtes. » Nous partageons largement ces constats. Sur la forme, ce projet de loi vient s'ajouter à la réforme Belloubet, non encore absorbée par les juridictions, et au code de justice pénale des mineurs, non encore entré en vigueur. L'accumulation des textes tous azimuts ne peut que nuire à leur lisibilité et à leur mise en œuvre. C'est d'ailleurs ce que confiait ce mois-ci François Molins, procureur général de la Cour de cassation, dans un article édifiant du Monde diplomatique intitulé « Une justice au bord de l'implosion ». Aucun autre corps n'a fait face à autant de réformes depuis 20 ans, ni assimilé une telle inflation de normes. Et le journaliste nous notait que l'exécutif ne s'embarrasse plus vraiment d'étudier l'impact des mesures qu'il fait voter, notamment en termes d'effectifs nécessaires à leur mise en œuvre, pas plus qu'il ne semble s'inquiéter de ce qu'elles peuvent produire. Et donc voilà le nouveau garde des Sceaux qui s'empresse de faire ce qui est constaté et critiqué par le corps depuis très longtemps. Voilà sur la forme. Sur le fond, le compte n'y est toujours pas. Le fond, ce sont les moyens. Rappelons, monsieur le ministre, qui vous gossez des augmentations en termes de moyens, rappelons de quoi vous gossez-vous. La Commission européenne pour l'indépendance de la justice du Conseil de l'Europe indiquait que la France se situe dans le peloton de queue en termes de moyens alloués à la justice. C'est même la dernière des pays ayant un niveau économique comparable. Avec 138 € par habitant et habitante, elle est bien en dessous de la moyenne des États européens qui se situent à 218 €, loin derrière les Pays-Bas, en tête du classement avec 741 € par habitant, et qui est également, notons-le, un pays dont les prisons sont les plus vides et qui a connu une baisse significative de la criminalité. On devrait peut-être se poser la question de comment et pourquoi. Comme l'indiquait notamment Sophie Ferry, membre du Conseil national du barreau, lors d'une récente audition que nous avons menée sur l'accès à la justice, la France a ainsi autant de juges aujourd'hui qu'elle en avait en 1850, en comparaison de la population. C'est un tiers de moins que la médiane européenne, 4 fois moins de procureurs, 2 fois moins de personnel autre. Et il en résulte des délais de jugement extrêmement longs, 2 fois plus longs en matière civile en première instance et 3 fois en seconde instance, et en matière pénale, ils sont 3 fois plus longs que la moyenne des autres pays. C'est dire, monsieur le ministre, que les hausses dont vous vous gargarisez n'y feront rien, n'apporteront significativement aucune réponse aux problèmes structurels qui minent aujourd'hui le fonctionnement de l'institution judiciaire et du coup, oui, monsieur le ministre, la confiance que les citoyens et citoyennes lui accordent. Les tribunaux judiciaires encombrés de procédures vont le rester. Pendant ce temps, comme le note un conseil, chez les justiciables, ce sont des vies suspendues, des angoisses, l'attente d'obtenir justice, mais aussi de toucher la réparation à laquelle on a droit. La défiance ne peut que croître. Alors même qu'au sein de l'institution, les personnels, maltraités par la politique du chiffre, la logique gestionnaire, qui modifie les pratiques, le poids des indicateurs sur les flux et les stocks, et le benchmarking, mise en concurrence entre juridictions comme entreprises, tout ça pèse et l'institution ne tient souvent plus que par l'engagement et la passion de leur métier, la conscience de leur mission et l'acharnement coûte que coûte de ces personnels. En République, rappelons-nous,
La justice est rendue au nom du peuple. C'est ce principe qui lui confère sa légitimité et sa crédibilité. Et ne vous en déplaise, comme nous le montrerons au cours de ces débats, Monsieur le ministre, nous en avons des propositions pour rendre toute sa crédibilité et sa légibilité à la justice. C'est ce que nous déploierons. Plutôt que de mettre en application une partie du programme de l'extrême droite, comme vous le faites dans son texte, il s'agit ni plus ni moins que de rendre à la justice toutes ses lettres de noblesse et ses moyens de fonctionnement. Voilà le programme que nous mettrons en œuvre une fois devenus majoritaires. 601, Madame Obono. Présidente, il s'agit d'un amendement qui rédige l'alinéa 9 afin d'apporter des garanties suffisantes au dispositif prévu, ce qui est en cohérence avec ce que nous avions proposé pour la réécriture de l'ensemble de l'article 1 en matière d'expérimentation. Nous souhaitions notamment prévoir la diffusion au minimum 1 an après que l'affaire ait été définitivement jugée. Nous souhaitons assurer que la diffusion ne soit pas réalisée à la télévision, que ce soit sur le service public ou des chaînes privées, mais au moyen d'une page dédiée sur le site du ministère de la Justice. Et nous souhaitons prévoir des diffusions montrant la diversité des audiences. Et je voudrais en profiter également pour interpeller le ministre et le rapporteur, puisque depuis hier, il y a eu beaucoup de présentations un peu idylliques de ce dispositif qui est censé permettre une grande pédagogie. On a même parlé d'intéresser la jeunesse à la justice, mais tout cela se base quand même sur beaucoup de communication et pas beaucoup de faits. C'est-à-dire que dans l'étude d'impact assez légère sur le sujet, il est question par exemple de différents pays qui ont ce type de dispositif, mais on ne nous explique pas quels sont les retours sur ces dispositifs. Est-ce que l'objectif, par exemple, de rendre la justice plus accessible, l'objectif pédagogique dans ces pays a pu être étudié, l'impact positif ou négatif de ces diffusions? Je pense que le débat parlementaire serait éclairé et nous pourrions voter sur ces dispositifs si nous avions ces retours-là. Parce que sinon, en vérité, ce que nous vend, puisque c'est dans la perspective de vendre un peu son programme que le garde des Sceaux défend ce texte, se base en fait sur beaucoup de fantasmes d'un idéal, mais pas du tout sur des faits objectifs. Alors je sais que ce gouvernement n'aime pas trop la science, les scientifiques, la recherche, et préfère le bon sens soi-disant artisan, mais je crois que là, en la matière, ce serait bien d'avoir des retours un peu argumentés sur le réel impact de ces dispositifs. Madame Obono. Oui, vous l'avez compris, c'est un amendement de repli et comme nous l'avons déjà défendu plus tôt dans la réécriture globale de l'article 1er, nous pensons à un autre dispositif cohérent et qui nous semble d'ailleurs beaucoup plus solide que ce que vous proposez. Et monsieur le rapporteur, vous n'expliquez pas, vous n'avez en fait aucun argument valable pour expliquer pourquoi, par exemple, ça ne pourrait pas être sur le site du ministère, à moins de dire l'argument financier étant que en fait, vous ne voulez pas créer de dépenses pour le ministère, si c'est cela, mais il nous semble que s'il faut s'engager dans ce dispositif, il faut y mettre quand même les moyens, y compris étant donné la nature du contenu programmatique. Par contre, si l'objectif c'est effectivement de fournir des marchés à des boîtes de production actuelles ou futures qui pourraient être mises en place par telle ou telle entreprise ou tel ex-ministre, effectivement, c'est plus intéressant le dispositif qui est mis en place. Mais donc là, on n'a plus du tout un dispositif qui vise l'intérêt général, mais qui vise des intérêts très particuliers et c'est extrêmement problématique. Et par ailleurs, encore une fois, moi j'attends et nous attendons que vous puissiez assurer et assumer votre propos et la défense de ce texte avec des éléments un peu factuels, puisque vous n'arrêtez pas de dire que tel que vous le concevez, le dispositif va permettre ci et cela. Sur quoi vous vous basez pour pouvoir assurer que ce que vous faites va effectivement avoir toutes les visées et les avantages pédagogiques que vous proposez. Par ailleurs, nous, quand nous proposons justement une expérimentation, c'est pour avoir ce retour, c'est pour avoir le temps, y compris de faire ce bilan, que vous ne faites pas. Voilà pourquoi ce que nous proposons, de notre point de vue, est beaucoup plus
solide et cohérent que ce que vous avez dans votre proposition de loi. Merci, cher collègue. Madame Obono. Je rejoins les interpellations de nos collègues quand même pour rappeler que nous ne sommes pas ici pour défendre les droits des diffuseurs. Nous ne sommes pas ici pour être les avocats des boîtes de production qui vont obtenir les droits sur ces images. Nous sommes ici pour garantir et non pas alourdir, parce que quand même ce que j'entends c'est que essayer de garantir les droits des personnes, même quand ils sont prévenus, même quand ils vont en procès, qui sont accusés ou victimes d'ailleurs, toutes les parties prenantes du procès, ce serait alourdir la procédure. Et je trouve que c'est extrêmement problématique. Il y a une forme de légèreté en expliquant, et comme l'a très bien expliqué le collègue Savignac, que en fait, voilà, aller au tribunal, devoir comparaître devant la justice, ce serait un moment où on peut signer comme ça ses droits à l'image et que on est dans un État qui permet justement d'avoir un consentement libre et éclairé. Et alors qu'il y a suffisamment d'avocats présents et présentes ici pour savoir que ce n'est pas le cas. Et quelles que soient les personnes, même quand on est témoin dans un procès, c'est suffisamment impressionnant pour, en plus de l'affaire pour laquelle on est présent, pour nécessiter de s'assurer que non seulement toutes les informations soient données et que toutes les personnes, au moment où elles doivent prendre leurs décisions, aient ces informations, mais qu'elles aient ensuite le temps d'y penser et le recul nécessaire, non seulement par rapport à leur propre affaire, mais par rapport à ce qui va être une nouvelle affaire par la diffusion de ces images. Et donc, j'interpelle vraiment les collègues, le rapporteur et le ministre, de prendre plus au sérieux les demandes de garantie que nous portons, parce que c'est ça notre responsabilité, plutôt que de défendre la diffusion libre et les partis et les intérêts. Je pense que la difficulté peut-être de la discussion, au-delà du jugement sur les bonnes ou mauvaises idées des amendements, on pourrait aussi poser la question de bonne ou mauvaise idée du texte ou de l'article, c'est que, en fait, à chaque fois, c'est une discussion entre les parlementaires et des gens qui pensent, en fait, la production d'un produit télévisuel. Et monsieur le rapporteur, en fait, le problème dans les garanties que vous donnez, c'est que vous considérer que les boîtes de production privées, les diffuseurs privés, auraient un intérêt à s'assurer qu'il n'y ait pas de sensationnalisme, qu'il n'y ait pas de spectacularisation, qu'il n'y ait pas de starisation, ce qui est tout le contraire de ce qui est l'intérêt privé pour des boîtes de production. La qualité pédagogique n'est pas dans leur intérêt en soi si ce qui est supérieur, c'est de faire de l'audimat. Et c'est bien ça, en fait, un des problèmes que nous objectons à votre dispositif. Si vous n'encadrez pas ça dans le cadre du service public, pour le secteur privé, l'objectif premier, c'est de faire de l'audimat. Et on sait très bien comment fonctionne aujourd'hui l'économie télévisuelle. Pour faire de l'audimat, il faut du sensationnalisme, il faut une production, c'est-à-dire une reproduction avec un certain axe éditorial particulier qui choque, qui soulève des émotions. Et là, on est loin, en fait, de la pédagogie que vous prétendez pouvoir mettre en œuvre. On est dans le spectacle télévisuel. Et je crois que, en fait, ça ne rendrait pas service à la justice que cela se produise de cette manière. Et aujourd'hui, vous ne donnez pas les garanties dans ce texte-là pour éviter cela. Vous prétendez que ça n'existera pas, alors qu'on sait déjà que ça existe dans le champ audiovisuel, ce genre de mise en spectacle de la justice, et vous refusez toutes les propositions qui donneraient quelques garanties supplémentaires. Merci, et je crois que c'est ça le problème. Merci. Quelle casquette avez-vous, rapporteur ou futur directeur éditorial d'une maison de production? Et c'est ça le problème, en fait. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement qui vise à encadrer l'enregistrement et la diffusion des audiences devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, en fait, dans la même logique que les audiences devant les juridictions. Nous proposons que l'enregistrement sonore audiovisuel fasse l'objet d'un accord préalable des parties et que la diffusion ait lieu au plus tôt 1 an après que l'affaire ait été jugée. Il nous semble que le dispositif en l'état actuel
même si nous en comprenons l'objectif et nous l'avons dit que nous pouvons partager, ne garantit pas suffisamment à la fois la possibilité de cet objectif pédagogique et puis surtout un certain nombre de droits des différentes parties. Voilà le sens de cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, rappelez quand même que les débats devant la Cour de cassation et le Conseil d'État sont d'un autre ordre que devant une cour d'appel ou devant une juridiction de premier degré, puisqu'on ne juge pas les faits, mais le droit. Donc c'est un débat essentiellement technique qui répond donc à d'autres enjeux qu'une audience sur le fond. Donc avis défavorable. Monsieur le garde des Sceaux. Merci, Madame Obono. Je pense que je ne comprends pas très bien l'argument de monsieur le rapporteur, puisque si l'enjeu c'est de faire comprendre ce qu'est l'institution judiciaire, il faut faire connaître l'ensemble des juridictions. Et donc, oui, ça a un aspect peut-être technique et moins spectaculaire du point de vue des ambitions d'Audimat, mais je crois que c'est particulièrement là qu'il faut avoir une attention précise à la pédagogie. C'est là où l'objectif de faire comprendre, y compris que la justice, c'est pas simplement justement des procès avec différentes parties, c'est aussi ces aspects-là qui sont quand même pas négligeables, qui représentent les premières autorités judiciaires du pays. Je crois que c'est là où il faut avoir justement un regard particulier et une attention particulière pour rendre cela compréhensible. Et donc, je trouve quelque peu léger l'argumentaire qui montre en vérité que ce qui est attendu, je crois, de la part du gouvernement et de la majorité du garde des Sceaux, et là que confirme le rapporteur, c'est que l'objectif, c'est faire un spectacle, c'est faire une production télévisuelle qui va faire de l'audimat, et puis comme pour la Cour de cassation ou le Conseil d'État, c'est moins spectaculaire, eh bien, on ne portera pas autant d'attention, et je trouve ça particulièrement problématique. Obono. Oui, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement pour supprimer l'alinéa 15. Nous souhaitons supprimer la possibilité qui est permise dans cet article de pouvoir enregistrer puis diffuser les audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une instruction. Nous pensons que c'est une disposition dangereuse et comme je le disais tout à l'heure, cela va faire courir le risque de focaliser sur des éléments de justice spectacle qui seront au final à l'encontre de l'objectif de pédagogie, d'autant qu'il y a d'ores et déjà une focalisation très forte sur la justice pénale. Nous souhaitons, par cet alinéa, à nouveau assurer des garanties sur le dispositif qui semble, à cette étape, bien fragile de notre point de vue. Alors, oui, c'est un amendement de suppression des alinéas 4 et 5, puisque nous nous opposons à cette disposition qui est d'une hypocrisie et d'une démagogie absolument crasse. J'entendais beaucoup de collègues qui le justifiaient en se cachant derrière l'idée que les Français ne comprendraient pas, comme si en fait les Français comprenaient tout le code pénal et tout le fonctionnement de la justice et que ce serait ce détail-là qui les outrerait en se défaussant de leur propre responsabilité de pointer ce genre de dispositifs et d'en faire en fait l'étendard, et ça a été vrai pour la droite, l'extrême droite, et je pense aussi bien à l'RM qu'au RN en passant par LR. Ce sont les politiques qui agitent en fait dans tous les médias et sur tous les plateaux des dispositifs de la sorte pour les stigmatiser les détenus et l'ensemble du système judiciaire pour des gains politiciens. Et là, véritablement, on est en plein, puisque comme cela a été dit par plusieurs collègues, toute la démagogie fallacieuse sur l'effort demandé aux détenus. Comment tenir de tels propos quand on connaît les chiffres aujourd'hui de la situation dans les prisons françaises, qui est une honte internationale, le manque de moyens, cela a été dit par tous les collègues, en termes de travail, en termes d'éducation, en termes de soins. Tous les collègues ici ont été, à un moment ou à un autre, depuis le début du mandat, dans des prisons. Vous avez entendu tout ce que disent
y compris les agents pénitentiaires, y compris les gardiens et les gardiennes, les personnels de santé, les personnels accompagnant les associations, tous qui disent depuis des années, des décennies, qu'il est de la responsabilité du gouvernement et de l'État, qui ne fournit pas ces efforts. Et aujourd'hui, on agite cette mesure pour complaire à ce qu'on imagine être l'électorat de l'extrême droite ou ce qu'on imagine ce que les segments les plus réactionnaires en France voudraient pour des gains politiciens, mais qui ne fera rien en matière de justice, qui ne fera rien en matière de réinsertion et qui fera tout le contraire. C'est une honte. Merci, et voilà Madame la députée. La suppression Monsieur de le ces alinéas. rapporteur. Monsieur Bernalicis, Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, nous souhaitons supprimer les alinéas 20 à 41 qui correspondent à la mesure dont nous parlions tout à l'heure et qui est un geste de communication électoraliste, en plus d'être pleinement hypocrite, comme l'ont dit beaucoup de collègues, un cadeau fait à la droite et à l'extrême droite qui n'aura pas les conséquences objectivement recherchées par le gouvernement, puisque le gouvernement ne se donne lui-même pas les moyens pour les atteindre. Je voulais rappeler ici l'avis du Conseil d'État qui relevait l'intérêt du dispositif de crédit de réduction de peine accordé aux condamnés dès la mise sous écrou, sous condition que ce dernier observe d'une bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral, puisque, sous condition, le juge d'application des peines peut retirer ces crédits en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, des crédits qui sont donc utiles au parcours de détention. Et la possibilité de récompenser l'effort vanté par le garde des Sceaux existe d'ores et déjà en vertu de réductions supplémentaires prévues par l'article 721-1 du Code de procédure pénale. À l'appui de cet avis, et y compris même des chiffres du ministère lui-même qui expliquent que l'impact de la réforme sur la population carcérale va être alarmant, le nombre de détenus augmenterait d'environ 10 000, alors qu'il y a déjà 64 000 détenus dans nos prisons, et on l'a suffisamment dit, nous sommes de ce point de vue régulièrement condamnés. Je voulais vous rappeler également la prise de position de 19 associations et organisations professionnelles, parmi lesquelles des organisations que vous avez citées comme Emmaüs, Monsieur le Ministre, pour montrer et donner un exemple des démarches que vous engagez. Donc ces organisations, dont Emmaüs et d'organisations professionnelles, sont contre cet article et indiquent qu'elles ne peuvent qu'exprimer leur profond désaccord avec les dispositions de ce projet de loi qui prévoit d'exclure du bénéfice des réductions de peine les auteurs de certaines catégories. Si les peines encourues peuvent être plus sévères pour certains types de délits, l'accès aux remises de peine, parce qu'il doit être tourné vers la réinsertion, doit être égal pour tous, en reprenant tous les arguments que l'on a pu donner. Et donc voilà, encore une fois, une mesure purement démagogique, et de cette démagogie que d'aucuns fustigeaient et attribuaient à d'autres en parlant du populisme. On plaint populisme judiciaire et carcéral, et ça ne va en rien renforcer la confiance dans l'institution, bien au contraire. Merci. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de rester dans les temps, mais il m'importait de rappeler, puisque le ministre n'a pas souhaité le faire, de répondre à l'interpellation des 19 associations, dont je ne crois pas que l'on puisse douter du volontarisme en la matière, puisque ce sont celles-là, justement, qui sont aux côtés des détenus comme de l'ensemble des personnels pénitentiaires, pour mettre en œuvre ceux dont vous vous targuez comme étant, en fait, d'une certaine manière, aujourd'hui en l'état et dans ce que vous prévoyez, suffisant pour répondre à l'effort qui va être demandé, ce qui n'est pas le cas en vérité. Vous parlez des promesses fermes, on en discutera sur la question du travail, des promesses fermes des patrons, des PME, des grandes entreprises, etc. On verra, on va voir comment cela se concrétise, mais en l'état, ce n'est pas le cas, et on n'est même pas, on est très en dessous de ce qu'il faut. Donc, à un moment donné, le volontarisme, c'est plutôt, en fait, de mon point de vue, surtout de la communication. Et encore une fois, que dites-vous à ces associations que vous connaissez, que vous avez dû rencontrer, dont vous avez, j'espère, comme tous nos collègues qui l'ont reçu, lu l'interpellation, et qui vous disent que ce qui est sûr, ce qui n'est pas sûr, c'est les promesses que vous faites en termes d'objectifs. Ce qui est sûr, c'est que ça va empirer aujourd'hui les conditions de détention, et donc les possibilités, y compris pour les détenus, d'avoir accès à des propositions d'emploi, à des propositions d'enseignement qui sont déjà moindres et qui ne seront pas suffisantes par rapport aux demandes. On vous dit que objectivement, aujourd'hui, objectivement, le compte n'y est pas.
Alors, vous pouvez toujours vous gausser et vous satisfaire des quelques petits exemples que vous essemez ici-là, mais en vérité, tout cela ne donne absolument pas confiance dans ce projet de loi. Et encore une fois, vous devrez vous confronter, à défaut des parlementaires, aux réalités de terrain et à tous ces acteurs qui font un travail exceptionnel et par rapport auquel vous êtes loin d'être à la hauteur. Je vais avoir 2 minutes, Madame la Présidente. D'accord ? Madame Obono, la parole. Merci, Madame la Présidente. Je souhaitais que cette mise au point soit faite parce que c'est insupportable dans ces débats où on peut assumer d'avoir des désaccords. Nous sommes en désaccord avec votre texte de loi, oui. Et nous avons toujours assumé depuis 4 ans être en désaccord avec l'ensemble des mesures que vous mettez en place sur cette thématique. Mais qu'à chaque fois, vous retourniez un argument aussi déplorable et ignominieux que de mettre en cause le caractère républicain de notre groupe et le service que nous rendons, comme vous, à la nation, aux fonctionnaires et aux policiers, chaque jour à l'Assemblée nationale, mais également dans nos circonscriptions, parce que nous tous et toutes ici rencontrons régulièrement des policiers et policières, rencontrons des commissaires et des commissariats et sommes au service de ces agents. Et donc, Madame la si je pouvais terminer sans que je vous ai donné la parole pour 1 minute, Monsieur Fauvert, sans que les collègues m'interrompent toutes les 5 minutes, si on doit faire baisser le niveau des tensions, et je souscris à ce que vous dites, Madame la Présidente, il faudrait donc que les collègues soient un minimum respectueux, en désaccord mais en respectueux, sans remettre en cause notre engagement au service de tous les fonctionnaires de ce pays. Je vais vous couper la parole, Madame la députée. Je vous ai dit que je vous la donnais pour 1 minute. Il est 1 minute 31. Non, c'est terminé. Je suis en désaccord avec cet amendement, comme je suis en désaccord avec l'architecture générale de l'article 9, mais d'une certaine manière, je peux reconnaître à notre collègue une cohérence en vérité. Monsieur le ministre, vous dites que la députée Ménard manie la rhétorique, vous le faites aussi bien, parce que tous les arguments que vous avez donnés à l'encontre de son amendement, ce sont les mêmes en fait, qu'on retrouve à l'encontre de l'ensemble de votre article, parce que vous ne supprimez pas tout, ce qu'elle ne fait pas non plus, mais vous utilisez les mêmes arguments pour dire, pour certaines catégories, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, il y a des exceptions, il y a des aggravations en la matière. Et en vérité, vous menez une course à l'échalote avec la droite et l'extrême droite, parce que effectivement, ce qui est aussi incompréhensible pour beaucoup de gens, surtout les fonctionnaires concernés, c'est qu'on puisse considérer effectivement que les uns représenteraient plus la République que d'autres. Je vous rappelle, il y a encore quelques jours, une travailleuse sociale dans l'Aude a été assassinée, pas par un petit délinquant qui traînait par là, par une personne qu'elle accompagnait. Et ça a énormément touché, choqué et traumatisé l'ensemble de la profession, qui a y compris interpellé nombre des députés. Je suis sûre que vous avez eu ce type d'interpellation sur le manque de considération et le manque de prise en compte de cette situation. Et on pourrait effectivement, pour l'ensemble des fonctionnaires qui servent la République, qui servent la population, également utiliser les arguments que vous utilisez. Et donc, en vérité, cette logique de course à l'échalote nous amène à ce type d'amendement, et c'est de votre responsabilité que d'avoir ce débat aujourd'hui, nulle rhétorique, mais effectivement une cohérence qui va dans le mauvais sens de notre point de vue. Merci.